Bonjour, Deliciously est chez Anona pour interviewer le chef Thibaut Spivak. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter toi en tant que chef cuisinier? Alors bonjour, je m'appelle donc Thibaut Spivak, je suis chef et propriétaire du restaurant Anona au Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. On a essayé de faire ici un restaurant le plus gastronomique possible pour avoir quelque chose de ludique, amusant, visuel, des découvertes culinaires et surtout d'avoir un plan très éthique en prenant soin de faire du saisonnier, du local évidemment, donc beaucoup de produits franciliens, mais aussi de recycler les biodéchets, utiliser des produits naturels, que ce soit pour la vaisselle, les tables du restaurant, de l'énergie verte, essayer de faire en sorte que chaque élément polluant d'un restaurant puisse disparaître pour laisser place à des choses plus saines. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient le nom Anona? Alors oui, je peux. Donc Anona en fait c'est inspiré d'une famille de fruits, les anones, qui avaient deux avantages pour moi. C'est un végétal, donc c'était pour le côté justement sur l'écologie, sur la nature, et également, en plus ils ont tous la peau verte, donc je trouvais que c'était tout à fait l'identité que je voulais dans le restaurant. Et c'est un fruit qui est très méconnu en France, et donc ça a inspiré pour moi beaucoup ce côté découverte culinaire. Donc voilà. Ok, et est-ce que ce côté justement un peu original te vient de certains pays? Est-ce que tu as des inspirations qui viennent du monde dans ta cuisine? Alors mes inspirations elles viennent d'abord du terroir francilien. Je me laisse guider beaucoup par qu'est-ce qui sort de terre. C'est souvent mes producteurs qui vont faire ma carte entre guillemets. Ils vont me dire allô Thibaut, voilà on a tel ou tel produit. Après mes inspirations culinaires elles viennent des grandes maisons parisiennes que j'ai pu faire et également effectivement de tous les voyages que j'ai fait à travers le monde, que ce soit professionnellement parlant ou pour le simple plaisir, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter alors ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors mon parcours, moi j'ai grandi dans la région parisienne, donc je suis 100% francilien, je suis locavore à 100%. J'ai très vite accédé à certains palaces parisiens. Donc j'ai fait du 1, du 2, du 3 étoiles, j'ai fait de la brasserie, du bistrot, du social, de la pizza. J'ai essayé de faire en sorte dans ma vie de voir le maximum de restauration possible pour comprendre tous les clients de la restauration. Après j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai voyagé, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en Australie, un petit peu en Thaïlande, en Norvège. Voilà, j'ai essayé de bouger au maximum comme ça, après sac à dos pour voir le monde, voir ce que les gens mettaient dans une assiette, voir les mœurs des gens, parce que quand on pense différemment, on mange différemment. Donc voilà, j'ai essayé de faire tout ça au long de ma carrière. Ensuite je suis revenu, j'ai eu des postes à responsabilité à Paris dans des étoilés. Puis j'ai eu mon premier poste de chef dans le 18e il y a 5 ans. Un truc comme ça, et quand j'ai quitté ce restaurant là, j'ai avec mes équipes en fait décidé d'ouvrir un restaurant avec l'esprit sain, que ce soit éthique culinairement parlant, mais aussi dans la façon de vivre ensemble, des espaces de travail, une mentalité beaucoup plus sociale entre staff, etc. Donc voilà tout ce qui m'a mené à ça. Et est-ce que tu as des ingrédients avec lesquels tu te familiarises, avec lesquels tu aimes particulièrement travailler en fait? J'aime beaucoup les poivres d'une façon générale, je trouve ça, il y a énormément d'aromatiques, les épices. Après j'ai pas de règles particulières dans ma façon de travailler. J'aime beaucoup travailler avec l'acidité, les acides d'une façon générale. Ça permet de sucrer moins, de saler moins, parce que l'acidité est un gros exhausteur de goût. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus sain, avec en même temps plus d'aromatiques. Donc tous les acides sont des choses que j'utilise beaucoup. D'accord. Et est-ce que tu aurais un plat là de référence? Un plat de référence, celui que je vais vous présenter tout à l'heure. On est sur un plat qui est 100% vegan. J'aime bien travailler le vegan aussi. On a de la viande et du poisson au restaurant, mais le véganisme c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup à travailler parce que c'est une nouvelle façon de voir la cuisine. Alors là on travaille sur un plat autour du panais. Donc un panais qui va être rôti dans un jus d'orange. Ensuite on va avoir une purée de panais au curcuma, donc qui va apporter des arômes subtils et une jolie couleur. On va travailler ensuite sur un condiment en orange qui apportera la sucrosité et l'acidité justement, et ensuite le tout assaisonné avec un pesto de chanvre donc qui va apporter un côté herbacé, original et tendance. D'accord, ok, super intéressant. Et ces produits ils viennent du coup, c'est local comme tu le dis, et c'est ce qui a valu d'ailleurs ton étoile verte Michelin, oui. Grâce à la cuisine responsable que tu fais. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as connu cette étoile verte?
Comment j'ai connu cette étoile verte? Comment tu l'as obtenue en fait? Alors comment j'ai obtenu l'étoile verte? En gros, comme j'ai expliqué tout à l'heure ici, j'ai mis en place beaucoup de choses très importantes au niveau éthique. Après, quand le Michelin sont venus la première année d'ouverture, nous ont pas mal interrogé sur tout ce qu'on mettait en place. Et du coup, ils nous ont appelé l'année dernière pour nous annoncer qu'effectivement, on obtenait cette étoile verte, donc parmi les 50 premiers chefs au monde à obtenir ça. C'était le grand lancement de la cuisine durable au sein du Michelin. Donc voilà, après on a eu d'autres récompenses très notables aussi au niveau écologique, comme Écotable, qui est un label où ils vont faire des audits justement sur la partie écologique basée sur les factures. Donc là on a 3 écotables, donc c'est vraiment travailler comme le Michelin, donc il y a 1, 2 ou 3. Et donc voilà, c'est tous ces trucs là dont on est très fiers. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que, au niveau du gaspillage, j'ai vu que tu étais engagé dans l'anti-gaspillage, mais est-ce que ça coûte quelque chose en plus d'un point de vue monétaire? J'ai tendance à dire que si on gaspille pas, on gagne plus, parce que si on gaspille pas, on utilise les produits qu'on a. Chez nous, on essaie toujours de travailler l'intégralité du légume. Si j'ai un légume à tailler, parce que je veux telle ou telle forme, je vais forcément avoir une purée à côté, puisque j'ai des parures. Mais si j'ai des épluchures, je vais forcément avoir des poudres qu'on peut faire avec ça, ou des chips, ou au moins un bouillon. Donc en fait, finalement, vu que tout est utilisé, j'ai besoin de moins de produits pour réaliser la même chose. Je vais jamais tailler une carotte ou un oignon pour faire un jus par exemple. Je vais utiliser, on a nous dans les frigos des bacs à épluchures et on sert de ça pour aromatiser nos jus, nos sauces, etc. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup moins coûteux. On perd rien, on gâche rien, on utilise tout. Hein, c'est à la façon Lavoisier. Et après, les restes des clients, les restes une fois que c'est passé dans les sauces, on va faire recycler tout ça. Donc on fait recycler tous nos biodéchets via une compagnie qui en fait ensuite du compost et du méthane. Donc là il y a un léger coût, mais de toute façon d'ici 2023, si je dis pas de bêtises, ce sera obligatoire à Paris, donc ce sera pris en charge par la ville, donc il n'y a pas de souci là. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle manière de consommer des Français? Est-ce que tu reposes beaucoup d'espoir dessus? Il y a clairement une grosse évolution sur la manière de consommer qui vient surtout des nouvelles générations. J'ai beaucoup d'adultes qui me disent tiens, c'est mes enfants qui m'ont dit qu'il fallait venir ici, des choses comme ça. Plus ça va, les gens vont sur le fast-food, la base bouffe, etc. Donc il y a quelque chose de très positif à ce niveau-là. Plus il y a de restaurateurs qui le font, plus ça devient dans les mœurs, plus il y a de clients qui en veulent, plus les restaurateurs vont le faire. Donc il y a un beau cercle vertueux à ce niveau-là qui se développe depuis environ 5 ans, qui donne beaucoup d'espoir. Et c'est vrai qu'on peut penser que dans 5 ans, tous les restaurants seront comme chez nous et que tous les clients feront attention à qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, d'où ça vient, et d'avoir une vraie traçabilité et une vraie base saine sur les choses. Pour toi, qu'est-ce qu'un plat vert? Un plat vert, ça peut être un plat monochrome, ou ça peut être un plat sain. D'accord. Qu'est-ce qu'une cuisine verte? Pour le coup là, une cuisine verte, ce sera une cuisine durable. Qu'est-ce qu'un restaurant vert? J'aime bien. Et qu'est-ce qu'une action verte? Ce sera une action qui va influencer les gens, qui sera quelque chose qui servira d'exemple et pas de leçon. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner tes petites adresses parisiennes où manger ou même dans le monde? Bien sûr, 80 boulevard des Batignolles, restaurant Nona. J'ai pas spécialement d'adresse précise. Après, si, il y a les collègues qui font partie aussi de la famille Écotable ou des Michelin Verts. Il y a la table de Colette par exemple. Il y a tous les restaurants qui font attention. J'ai tendance à dire regardez ce qu'il y a dans l'assiette, renseignez-vous sur l'esprit du restaurateur et sur l'esprit du restaurant et choisissez vos restaurants en fonction de ça. D'accord. Ok. Juste, j'ai une dernière question qui m'intrigue. Est-ce que l'étoile Michelin, c'est pour toi plus une source de stress ou vraiment une véritable gratification? Non, il n'y a pas dans l'étoile verte ce qu'il y a dans l'étoile rouge, on va dire, dans l'étoile classique. C'est juste une récompense qui met en avant le fait qu'on a de l'éthique. Il n'y a pas de défaut qu'on pourrait retrouver dans les étoiles Michelin classiques. On va dire que c'est un niveau qu'on récompense. Et du coup, quand on va dans un restaurant qui n'est pas étoilé, on dit ah c'est très très bon ce restaurant, ça mérite une étoile.
Alors quand on va dans un restaurant étoilé, on s'attend à un restaurant étoilé et du coup on a tendance à plutôt pouvoir être déçu. On ne peut pas être déçu d'un restaurant qui fait quelque chose de sain. Ouais, donc il n'y a pas de stress dans l'étoile verte. Non. Ok, super. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi, merci à tous. Tu vas nous montrer à table, du coup, voilà, ouais, à table ta recette au CBD, c'est ça? Oui, la panais CBD, oui. Alors je vais commencer déjà par lancer donc la purée. Je vais prendre les plus gros panais. On va en garder 3 pour le jus. Donc les panais, on est sur des produits sans intrants, donc j'ai pas eu besoin de les éplucher, ils sont juste lavés. D'accord. Comme ça je garde vraiment tout le produit, on n'a pas de perte. On va avoir, donc comme je disais tout à l'heure, on va avoir une purée curcuma panais. Pour lancer la purée, on démarre juste tout simplement en coordination. Donc la purée qui va être lancée à base de l'huile d'olive, panais et juste le rhizome de curcuma. On va une belle couleur sur les panais. T'as pas trop de fumée. La purée qui va être lancée à base de l'huile d'olive, panais et juste le rhizome de curcuma. Il va apporter des parfums et une jolie coloration. Donc là, ça c'est commencé. Ensuite on a juste quelques oranges. Donc on a récupéré le jus déjà dans un premier temps. Et ensuite, on va les peler pour récupérer les segments qui vont apporter la fraîcheur sur le pain. Ici, mais on va faire les panais rôtis qui pareil vont être déglacés avec les mêmes éléments, sauf sans la crème. Mais ça prend un peu plus de temps. Donc ensuite le jus, enfin, la purée pardon, quand on va l'avoir démarré, on va faire un petit peu suer les éléments, on déglace le tout avec du jus d'orange, ça va apporter de la sucrosité, on laisse cuire comme ça tranquillement jusqu'à ce que le jus réduise et caramélise. Et après on a la crème végétale et du bouillon de légumes pour cette partie-là. On va démarrer en parallèle. La crème végétale. Et on va laisser cuire le tout tranquillement. Donc, on démarre l'assiette avec la purée de panais au curcuma. On vient déposer ici le crumble végétal aux graines de chanvre. Ensuite, on dépose dessus le panais juste rôti. On a ensuite le petit caramel on va se déposer ici, ainsi que le pesto de chanvre. On va rajouter un petit peu d'orange fraîche. Pour la fraîcheur, le côté végétal, petite fleur de pensée. Puis voilà, il n'est pas trop mal. Tout simplement. Voilà, le panais, curcuma et chanvre. Voilà, bon bah merci beaucoup. Au revoir. Ciao.